et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La maison Répit Dépannage de la Chrysalide est en pleine période de financement. Alors, pour nous en parler, je reçois le président du conseil d'administration, Monsieur Jean-Marie Vézot, et la directrice générale de cette même maison, la Chrysalide, soit Madame Joanne Gagné. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Madame et Monsieur. Moi, d'entrée de jeu, si moi je vous demandais la maison Répit Dépannage, la Chrysalide, c'est quoi? Quel est son rôle exact dans la société? Et donc, la maison de répit dépannage, la Chrysalide, existe depuis 20 ans. Déjà 20 oui, ans? Oui, déjà 20 Dieu, ans. okay. On a fêté notre 20e anniversaire l'an dernier. Okay. Donc, ça existe déjà depuis 20 ans. Donc, la mission de la maison, c'est d'offrir du répit, du dépannage aux familles qui ont une personne handicapée à leur charge. Donc, ça peut être une personne handicapée intellectuelle ou une personne handicapée physique. On parle d'une OSBL, c'est un organisme sans but lucratif, oui. C'est ça? Oui. OK. Ça existe depuis 20 ans. Mon Dieu, il me semble que là, on en entend beaucoup plus parler qu'il y a peut-être peut-être une décennie passée. Le but de cette maison-là, vous en avez parlé un peu, est-ce que on peut dire que c'est ou comme mission, si vous préférez, c'est améliorer la qualité de vie familiale pour des personnes qui ont à charge des personnes handicapées. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, exactement. Oui. Donc, c'est vraiment de permettre aux personnes, aux parents, finalement, aux familles, autant aux familles naturelles qu'aux familles d'accueil, d'avoir un moment de relâche, d'avoir un moment de leur permettre de se ressourcer aussi parce que le travail auprès des personnes handicapées, c'est quelque chose qui est demandant. C'est plusieurs heures par jour, 365 jours par année, donc c'est tout le temps. Donc, c'est vraiment de leur permettre, finalement, d'avoir un moment de relâche, de ressourcement en toute confiance pour éviter l'épuisement. Je pense, et je suis même persuadé, vous en avez parlé un peu, c'est 365 jours par année, c'est 24 heures par jour, mais peut-être que pour des personnes qui n'ont pas à prendre soin de ces personnes-là, ne savent pas c'est quoi, ou probablement, mais c'est quand même, c'est lourd comme travail, si on peut, parce que c'est un travail, en fin de compte, de prendre soin de ces personnes-là, et c'est lourd. Oui, c'est un travail, puis c'est un travail qui va durer plus longtemps même qu'un travail ordinaire. Okay. Dans le sens que les personnes, les parents vont avoir à leur charge pendant toute leur vie leur enfant handicapé, oui, même quand il devient adulte. Nous, on a des personnes handicapées qui ont 30, 40, 50 ans, donc les parents ont 60, 70 ans et même 80 ans. Oui, exactement. Et ils donnent encore, ils pourvoient encore à tous les besoins de leur enfant handicapé. C'est ça, justement. Je peux peut-être enchaîner là-dessus, oui, parce que moi, je suis moi-même parent d'un enfant handicapé qui a 29 ans, qui est lourdement handicapé, qui est en fauteuil roulant et qui dépend de nous 24 heures par jour. Fait que vous savez exactement c'est quoi, vous, là? Exactement c'est quoi le rôle que joue la Chrysalide. Et je peux vous dire que, comme parent, si la Chrysalide n'existerait pas, ça serait extrêmement difficile. Parce que le seul moyen pour nous d'avoir, on pourrait dire seulement 5 minutes de repos, de répit, c'est en utilisant la Chrysalide. Parce que sinon, on doit s'occuper de notre enfant continuellement, 24 heures par jour. Ça, je suis content d'avoir un témoignage comme le vôtre, M. Vézot, parce que vous êtes en plein milieu des ressources que cette maison-là peut vous donner. Et vous le dites vous-même, que ne serait-ce que 5 minutes, seulement, ça prend... C'est parce que la personne, votre enfant, ne peut pas fonctionner. Il peut fonctionner, mais sauf que il a besoin d'être encadré et entouré 24 heures sur 24, c'est ça? Oui, il dépend absolument de nous. Okay. Donc, pour le faire, pour prendre un répit, pour prendre un repos, que ce soit seulement pour prendre une demi-après-midi ou simplement pour aller faire le magasinage, des épiceries ou quoi que ce soit, on doit nécessairement le faire gardant quelque part.
Et on n'a pas les ressources ailleurs qu'à la Chrysalide présentement. Là. Alors, parce que c'est une maison qui est équipée aussi pour recevoir les personnes lourdement handicapées. Alors, vous êtes placé justement pour un témoignage comme vous venez de faire. Moi, juste, si on parlait simplement, la maison compte combien de chambres? Parce que il y a des personnes que vous recevez qui sont là pour 2-3 jours peut-être. Oui, Alors, oui. Donc, ils ont besoin d'un hébergement 24 sur 24 à ce moment-là. Donc nous, on offre, c'est ça, au niveau des services, on offre le répit. Le répit qui comprend l'hébergement, on offre le gardiennage, on offre aussi l'accompagnement à loisirs. Quand on parle, par exemple, de répit, dans la maison qu'on a, nous, on a 9 chambres. Donc, on peut recevoir 9 personnes. 9 personnes et même plus si on calcule les gens qui sont en gardiennage, c'est-à-dire qui sont là pour quelques heures. Donc, on peut recevoir jusqu'à 12 personnes à la fois pour permettre justement encore, comme on l'a dit aux parents, là, de prendre un moment de repos, un moment de ressourcement. Donc, oui, on a quand même une grande maison. Si on parlait de l'âge des personnes handicapées, parce que vous avez dit tantôt que ces personnes-là, les parents peuvent avoir 60, 70 et même 80 ans. Alors, quand on parle de parents à 70 et 80 ans, ils n'ont pas la même mobilité qu'à 40 ans. C'est là que ça devient excessivement important. Oui, parce ça? que l'âge des personnes handicapées peuvent varier de très jeunes, de petits enfants, jusqu'à 55 ans en famille naturelle. Et on a aussi des gens qui sont en famille d'accueil puis qui vont jusqu'à 75 ans. Donc, et nous, on reçoit les gens, dans le fond, on dit de 5 ans à 75 ans. Là, oui. Et très vitement, quels sont les services qui sont offerts dans cette maison-là? Donc, les services comme ça, c'est le répit, le dépannage, le gardiennage, l'accompagnement à loisirs. Donc, on offre une pléiade de services. Les repas et tout. Oui, effectivement, les repas, tout ce que, dans le fond, tout ce que la personne a besoin. Dans 24 heures, puis on a même aussi des chambres qui sont équipées plus spécifiquement pour les personnes très lourdement handicapées. Parce qu'on a des gens qui sont quadraplégiques, on a des gens qui ont des très lourds handicaps. Oui. Là, on va en venir à la source de financement. On sait que vous êtes en pleine campagne de financement actuellement, ou si elle n'est pas débutée, elle est sur le point de débuter actuellement. Moi, M. Vézo, c'est important, cette campagne-là. Pour nous, c'est important. C'est que la maison, depuis 20 ans, on a quand même réussi, de peine et de misère, à la faire fonctionner par l'apport que les parents mettent dans la maison, par différentes petites activités de financement. Chaque année, on faisait un tirage, on faisait un brunch ou des choses du genre. Puis on a 2-3 autres petites activités de financement qui nous rapportaient des petits montants. Ça permet à la maison d'être capable d'être fonctionnel, de payer notre personnel, parce que c'est quand même, ça nous prend beaucoup de personnel. Oui, on a des préposés à l'intérieur de la maison, on a une directrice, donc il faut payer notre personnel. Et par contre, nécessairement, cette maison-là, lorsqu'on l'a achetée en 1989, c'est quand même pas une maison jeune. Ça nous prenait une maison assez grande, une maison à 2 étages. On a effectué des travaux il y a 2 ans, des travaux intérieurs importants, dont un ascenseur, avec des sous qu'on avait accumulés à partir de dons, à partir d'activités de financement. Par contre, là, on a des travaux extérieurs importants à faire. La fenestration, le parement extérieur, l'isolation, pour assurer une meilleure qualité de vie aux gens qui demeurent à l'intérieur de la maison. Parce que c'est quand même une maison de plus de 20 ans d'âge. Donc, je veux dire, vous l'avez achetée en 89. La maison doit avoir peut-être 75 ans. Alors, ça veut dire elle a presque l'âge de la ville de La Sarre. C'est une des premières maisons construites à La Sarre. Alors, ça veut dire qu'elle a besoin de rénovations. Oui, et c'est tout à fait normal également. Puis là, pour le faire, on s'est dit qu'il faut le faire tout d'un bloc dans une seule année, ces travaux-là. C'est rendu majeur, surtout au niveau de la fenestration et de l'isolation. Donc, on s'est dit, la seule façon, c'est de faire une campagne de financement. C'est notre première vraie campagne de financement qu'on enclenche en 20 ans. Même si le milieu Abitibi-Ouest nous a aidé beaucoup par des dons, par nos activités habituelles, là, il va vraiment avec une campagne de financement pour aller chercher un montant important pour faire ces travaux-là et peut-être certains travaux intérieurs à finaliser. On va en parler du montant. Il y a un objectif, parce qu'à peu près chaque campagne de financement, on a un objectif à vouloir atteindre. Si on le dépasse, tant mieux. Quel est cet objectif? Notre objectif, c'est 50 000 OK. On s'est formé un comité de financement
qui nous donnent un coup de main, des gens du milieu Abitibi-Ouest qui ont accepté de faire partie de notre comité. Et notre président d'honneur, M. Mario Bégin, qui a accepté de nous épauler dans cette tâche-là. C'est sûr qu'on a déjà fait parvenir notre campagne de financement dans la pratique à Sichuan pour tout le mois d'avril. Par contre, on a déjà fait parvenir nos lettres à la plupart des commerces et entreprises de la MRC. Et par la suite, ces gens-là seront contactés personnellement par des membres du comité. C'est ça, dans les notes que j'ai ici, c'est que on disait que afin d'atteindre cet ambitieux objectif, nous comptons sur la générosité du milieu entrepreneurial de la MRC. Ça, c'est un milieu qui est excessivement important pour une campagne de financement. C'est sûr qu'on vise bien sûr les entreprises et les commerces, mais toute la population. Oui, exactement, oui, c'est sûr. Oui. On espère en tout cas que la population va aussi répondre. Tous les dons sont acceptés, peu importe le montant, si on veut atteindre notre 50 000. Comment vous allez faire cette campagne-là? En ce sens, il y a différentes campagnes que, bon, les gens sont appelés à se présenter, à faire des dons à tel endroit ou à tels endroits. Il y en a d'autres que c'est du porte-à-porte. C'est du bouche à oreille. Vous autres, c'est quoi exactement? Vous allez procéder comment? Nous, pour les commerces et les entreprises, comme je vous dis, les lettres ont déjà été acheminées dans l'ensemble de l'Abitibi-Ouest. Et par la suite, il y a des membres du comité qui vont les rencontrer. Dans la population elle-même? Dans la population, on fait appel généreusement aux personnes qui vont voir la publicité qu'on fait. On les invite à nous faire parvenir les dons directement à la chrysalide. Et aussi, on a une autre part de leur participation, ce serait aussi de participer à notre brunch. Parce qu'on va clore notre campagne de financement par un brunch le dimanche 2 mai. Puis à ce moment-là, on invite toute la population à participer à notre brunch. C'est peut-être une façon aussi de nous financer ou de nous aider dans une campagne de financement. Alors, ce brunch bénéfice le 2 mai, c'est à la salle Saint-André? Oui, à la salle. C'est ça. C'est à quelle heure? De 10h30 à 12h30. Et les billets, est-ce qu'il y a des billets en pré-vente ou si simplement on se présente? Il va y avoir des billets en pré-vente. Donc, il va y avoir des billets qui vont être vendus par la plupart de nos membres. On va être présent aussi dans les 2 centres d'achat la fin de semaine du 1er, 2 et 3 avril et la fin de semaine, 2 semaines plus tard, finalement, la fin de semaine, si je me trompe pas dans les dates, là, aux alentours du 13, 14, 15 avril, où on va être présent pour recueillir les dons, mais aussi pour faire la vente des billets là, du brunch. OK. Oui. Alors, on va inviter les gens à participer en grand nombre. C'est votre contribution pour la maison répit dépannage de la chrysalide. Alors, en terminant, Madame Gagné, merci infiniment, Monsieur Vezeau, qui est impliqué en tant que président du conseil d'administration et aussi en tant que père d'une personne handicapée. Vous savez exactement ce qu'il en est. Puis, cette maison-là, vous l'avez dit, puis vous pouvez le répéter, sans cette maison-là, la vie ne serait pas ce qu'elle est peut-être aujourd'hui pour vous autres. C'est exactement le cas. Je pense que ça aide énormément les parents et aussi les familles d'accueil, parce que sinon, ce ne serait pas la même vie qu'on pourrait mener. Là. On ne pourrait pas s'offrir les loisirs qu'on peut s'offrir, on ne pourrait pas réellement vaguer à nos autres occupations que celle de s'occuper de notre garçon. Si ce n'est que juste peut-être une demi-heure de répit, bien c'est une demi-heure de répit que vous prenez avec plaisir, j'en suis persuadé. Ça nous permet de récupérer, de reprendre notre souffle et d'aller de l'avant. Exactement. Alors, Madame, Monsieur, merci infiniment et puis bon succès avec cette campagne. On demande aux gens d'être généreux et de ne pas oublier le brunch bénéfice le 2 mai à la salle Saint-André. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci. Courte pause, Mesdames et Messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La Société d'histoire et du patrimoine de la région de Lassar a créé un fonds de dotation. Alors, pour nous en parler, je reçois de cet organisme Mme Anne-Marie Belland. Madame Belland, bonsoir. Bonsoir. On se voit souvent et ça me fait plaisir, toujours, parce que je vais vous dire une chose, Société d'histoire et du patrimoine, notre patrimoine, là,
Ça vaut cher, ça. Ça vaut très cher. Et souvent, les gens n'y pensent pas parce qu'ils se disent, bon, ça fait pas longtemps qu'on existe. D'ici 10 ans, il va y avoir à peu près 6 municipalités qui vont fêter leur 100e. Quand on pense ceux qui sont situés plus particulièrement le long de la voie ferrée. OK. Alors, puis on se dit, bon, on n'a pas tant que ça d'histoire, mais c'est faux. Quand on pense, je vous posais la question tantôt, quand est-ce que ça a commencé? Avez-vous des photos? Les gens n'ont pas idée la quantité d'informations qu'on peut aller chercher à partir d'une seule photo. Parce que, justement, on parlait avant d'entrer en ondes, lycée communautaire, en 86, ça fait quand même, on va fêter notre quart de siècle déjà l'an prochain. Et est-ce qu'on a des photos des tout débuts? Alors, il y a toutes ces questions-là qu'on peut se poser, autant pour nos familles que nos entreprises, nos organisations. Il y a des gens qui disent, mon père jouait dans l'équipe de hockey, les Cyclones de la Sarre, entre autres, oui, exactement. J'ai pas de photos, ça en avez-vous? À un moment donné, on découvre que dans un de nos fonds, on a... Mais pour pouvoir trouver ça, il faut que les gens nous en fournissent. Il faut que les gens n'emportent, exactement. C'est très important. On oublie trop facilement notre histoire et surtout qu'on vit dans une société où tout est instantané. On est branché sur Facebook, sur Twitter, et demander aux jeunes, connaissez-vous, je sais pas moi, Howard Bienvenue? Ils vont dire, c'est quoi ça? Quelle entreprise c'est ça? Normique Perron? Ils en ont aucune idée. Puis c'est compréhensible. Oui, c'est sûr. Mais un jour dans notre vie, on a le goût de savoir, de rechercher des photos, de trouver des choses. Et là, on se dit, où est-ce que j'ai ça? Alors, moi, je dis aux gens, ne jetez rien. C'est sûr qu'il faut en jeter un peu, mais quand même. Oui. Avant de jeter une photo, même si on ne sait pas qui est sur la photo, ça dit énormément. Ça nous indique, par exemple, par les vêtements, les coiffures. Oui, ça nous indique l'époque, les voitures qu'on peut trouver. Parce que quand on parle de ça, Madame Belair, moi, je m'amuse assez souvent parce que j'ai des albums photos de mes parents, de mes grands-parents. Et puis, je m'amuse souvent à regarder des photos qui datent quand même des années 30, là, quand on parle, là. Puis, à comparer à aujourd'hui, avec la fameuse caméra numérique, etc., on regarde ça, on dit, mon Dieu, mais dans ce temps-là, ça valait de l'or quand même, ça. Oui, c'est exactement. Puis ça, faut surtout pas, souvent, puis moi, ce qui me peine, c'est que là, de plus en plus, on perd nos personnes âgées. C'est notre mémoire. C'est sûr, et souvent, les enfants, les petits-enfants qui se retrouvent devant des vieux documents, des photos, ils disent, je sais qui est là-dessus. C'est pas important, on jette ça. S'il vous plaît, apportez-nous-le. Nous autres, on va en prendre soin. Appelez Mme Belair. Non, la société d'histoire, pas Mme Belair, la société d'histoire. C'est vrai, oui. Et par ricochet, peut-être. Si jamais il vous rencontre. Si jamais. Arriver, oui. Madame Belair, on pourrait en parler. C'est tellement. Moi, ça me passionne, moi, ça, ces affaires-là. J'espère que tout le monde va être passionné par notre histoire. On parlait ici, dans mon intro, que la Société d'histoire et du patrimoine était à créer ou a créé un fonds de dotation. Exactement. Qu'est-ce qu'un fonds de dotation? Alors, d'abord, premièrement, pourquoi un fonds de dotation? Oui, aussi, bien sûr, c'est pour assurer notre survie à long terme. Parce que, bien sûr, on sait que pour survivre, il faut des sous. Alors, on a la chance quand même, nous, d'être beaucoup appuyés par la municipalité de la Sarre. Mais quand même, il faut penser à long terme. Et pour ça, on s'est dit, un fonds de dotation, ça pourrait nous servir. C'est sûr que ça ne nous donnera pas de l'argent tout de suite. Un fonds de dotation, c'est de l'argent qu'on place à perpétuité. Donc, les gens qui vont nous faire des dons, leur argent ne sera pas dépensé, elle va être placée dans une fondation communautaire que je pourrais vous expliquer un peu plus tard. Oui, exactement. Et c'est seulement que les revenus de ce fonds-là qui vont servir. Alors, c'est pour ça que je vous dis que ça ne nous rapportera pas beaucoup en partant. Mais l'avantage qu'on a présentement, c'est qu'en voulant mettre ce fonds-là en place, on a pu s'inscrire à un programme qui est tout récent, qui ne dure que depuis 5 ans, là, un programme du gouvernement du Québec qui s'appelle Placement Culture. Ça, c'est pour encourager la philanthropie dans le domaine culturel. Parce que si je vous dis, pourriez-vous faire un don à la Société d'histoire? Il y en a qui vont dire, regarde, il y a bien d'autres causes. Alors, c'est pas la culture, souvent, c'est pas une cause sur laquelle on va donner spontanément. Alors, pour encourager la philanthropie, les dons spontanés, sans nécessairement vouloir du retour,
pour encourager ça, le gouvernement s'est dit, bien, on va créer le placement culture. Oui, exactement. Est-ce que je me trompe lorsque je dis que c'est un peu ce que l'OSR avait l'an dernier? Exactement. Ici, en région, là, ça fait 2 ans qu'on commence à en profiter. Parce que les premières années, le gouvernement avait mis 5 millions, puis comme c'était premier arrivé, premier servi, nous, on a été informés en Abitibi-Témiscamingue les derniers. Un petit peu trop tard. Alors, un peu tard. Alors, ça a pris un peu de temps. Alors, l'OSR, l'école de musique d'Abitibi-Ouest aussi. Alors, il y en a quelques-uns ici en région, une autre école de musique, en tout cas, je me rappelle pas de tout au complet. Mais il y en a quelques-uns qui en bénéficient. Et ici, en région d'Abitibi-Ouest, nous, on s'est inscrits en janvier l'an passé, avec l'espoir, bien sûr, que, bon, on serait pas trop loin dans la liste. Et heureusement, le gouvernement a décidé de mettre 10 millions sur la table. Et à cause de ça, on a obtenu, tout de suite en novembre, on a reçu une lettre qui nous a dit, oui, vous êtes accepté. Et ça veut dire 300 de ce qu'on va ramasser. Exactement. Alors, 300 c'est un peu une confirmation d'un mandat maximal de 180 000 $. Oui, c'est que fallait mettre un objectif. C'est ça. Et on se disait, bon, ben, ce sera pas nécessairement facile, alors on va mettre 60 000. Déjà qu'on se dit, ça va être un bon travail à faire. Oui. Et là, en mettant cet objectif-là, et en recevant notre lettre en novembre, on nous a dit, oui, on accepte votre objectif. Et comme on est un petit organisme, on a droit à du 300 C'est pas nécessairement tous les organismes qui ont droit à 300 tout dépendant de la taille des organismes. Il y en a qui vont avoir du 100 d'autres 200 Nous, on a droit à 300 coulé 300 là. Alors, nous, on va avoir 300 ça veut dire que le gouvernement nous a réservé 180 000 Si on atteint notre objectif de 60 000, si on atteint seulement 50 000, ils vont nous donner 150 000, ils ne donneront pas 180 000. Mais pour nous, c'est toujours le 300 du montant ramassé. Qu'on va ramasser, mais on ne pourra pas avoir plus que 180 000 parce qu'on a notre objectif était 60 000, donc eux, ils ont réservé seulement ce montant-là. Mais on n'a pas d'objection à dépasser. On parle de revenus d'intérêt qui seront disponibles. Alors, c'est ça, quand vous dites que on ne touchera pas au capital, le capital va être là. Et puis, mais par contre, les intérêts, à ce moment-là, vous pourrez jouer avec les intérêts qui vous seront versés, c'est ça? Exactement. Et on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec ça. L'obligation qu'on a dans ce programme-là, c'est de déposer le fonds de dotation dans une fondation communautaire. Une fondation communautaire, présentement, il y en a 7 au Québec. En Abitibi-Témiscamingue, on est en train d'en mettre une en place. En attendant qu'elle soit mise en place et qu'elle ait signé un contrat avec le gouvernement concernant le placement culture, nous allons devoir la placer dans une autre fondation en attendant, simplement. Dans notre cas, ça va être la Fondation du Grand Montréal, qui, elle, existe depuis un certain nombre d'années et qui a plusieurs millions, donc qui peut les faire profiter, qui peut avoir des meilleurs rendements. On est sûr que ça va être bien géré, parce qu'il y a des obligations, bien sûr, dans une fondation communautaire. Et on va avoir des meilleurs résultats que juste dans un... Fait que là, on parle d'un montant de 60 000 d'objectifs à 300 pour un maximal de 180 000. Ce qui fait 240 000. 240 000, c'est ça. On va y aller avec les intérêts, mais le capital, on va faire quoi avec? Il reste toujours dans le fonds de dotation à perpétuité. Ça ne sera jamais dépensé. C'est ça, un fonds de dotation. Un fonds de dotation, on dote. Vous pouvez très bien, vous, en créer un. Tout individu peut créer un fonds de dotation, puis dire, bon, bien, pour une cause quelconque. Puis, comme on peut créer une fondation, les gens connaissent certaines fondations. Mais nous, c'est pas une fondation privée. On parle d'une fondation communautaire. Une fondation communautaire, c'est pour la communauté. Là, je vais aller un petit peu plus loin. Okay? Allons-y, si je peux vous répondre. C'est parce que moi, je vais me faire écouter. Ça vous intrigue un peu. Oui, mais non, mais c'est pas rien que ça. C'est que moi, je suis un maniaque des belles histoires des pays d'en haut. OK. Ça, d'accord. Vous en parlerez juste à mes enfants. Ils vont vous répondre là-dessus. Il y en a plusieurs, vous êtes sûrement pas exactement. Puis, quand on a vu une certaine émission que Alexis, qui s'est marié, son beau-père a apporté une dot à sa fille. Fait que c'est un peu... disons que c'est large, là. Non, mais par exemple, le fonds de dotation, sur le plan fiscal, c'est très clair, les règles sont très claires. Oui, sûrement qu'il doit y avoir des règles très claires et précises. C'est sûr que dans le programme Placement Culture, on aurait pu aussi, le fisc, accepter que ce soit un don sur 10 ans, mais nous, on a vraiment dit c'est un fonds
le don, un don, c'est un don. Alors, c'est à perpétuité. Donc, cet argent-là, elle va être préservée dans une fondation. Présentement, on dit Montréal. Dans 2 ans, quand ce sera tout réglé, probablement, en Abitibi-Témiscamingue, ça va revenir en région. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des revenus aussi pour la région. Donc, les retombées d'une fondation communautaire, c'est toujours dans la communauté. En anglais, on dit Community Foundation. Ça veut dire la fondation de la communauté. Donc, ça va à la communauté. Et pour nous, ça va être une société d'histoire. Par qui va être géré ce fonds-là de dotation-là? Pour suite, là, vous avez parlé, parce qu'on n'en a pas, là, nous autres, ici, c'est ça? On parle de la fondation qu'on n'a pas. OK, c'est la fondation, OK. Ouais, c'est ça. Et le fonds? Le fonds. Le fonds, il va être géré par qui? Alors, comme je vous disais, on est obligé de le déposer dans une fondation communautaire. OK. Pour le moment, ça va être pour nous, dans notre cas, à nous, ça va être la Fondation du Grand Montréal. OK. Donc, Fondation du Grand Montréal, si vous allez sur Internet, vous allez avoir plein d'informations. Et quand on aura, nous autres, chez nous, ce sera établi, ça va être transféré et ça va être géré. Et là, à ce moment-là, ça va être géré par les gens. Donc, c'est une fondation communautaire, c'est en fin de compte, il y a un bureau des gouverneurs, il y a un conseil d'administration, il y a un comité de placement, comité de gestion, mais ce sont tous des bénévoles. Les seuls... il y a, par exemple, la Fondation de Gaspésie-les-Îles ont seulement qu'une personne à temps partiel pour tout ce qui est administration et tout ça. Alors, c'est très important. C'est de l'argent que le public peut être certain que ça va être bien géré. Il y a des règles très strictes. C'est différent d'autres types de placements. Bon, qui peut participer à ça? Tout le monde? Pour les dons, tout le public. La différence d'un don puis d'une commandite, une commandite, les personnes, les organismes, tout ça qui commanditent, s'attendent à un retour de publicité, tout ça, alors qu'un don, c'est de la philanthropie, c'est un don. Par contre, nous, on va remercier certainement nos donateurs, mais c'est ceux qui veulent bien, c'est sûr que pour les entreprises, les organisations, tout ça, mais il y a des gens aussi qui préfèrent avoir des dons anonymes. Oui, c'est ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Est-ce que ces dons-là sont déductibles d'impôts? Oui, parce que nous, on est seulement les organismes de bienfaisance peuvent faire appel à ce programme-là, et c'est un programme dans le domaine de la culture. C'est pourquoi les gens qui nous font des dons, ils doivent l'indiquer que c'est un don à perpétuité. Oui, exactement, parce que quand on regarde le reçu que vous m'avez ici envoyé, une copie du reçu, qui dit par la présente, je fais un don de, X montant d'argent à l'organisme de bienfaisance Société d'histoire et du patrimoine de la région de La Sarre, sous réserve que ce dernier conserve ce don à perpétuité. À perpétuité. Ça, c'est important. Très important. C'est de l'argent le don qui va nous être fait ne sera pas dépensé. C'est seulement que les intérêts. C'est pour ça que je vous disais que ça ne nous rapportera pas des centaines de milliers de dollars en partant. Il faudrait atteindre un objectif d'1 million pour avoir quelque chose qui va nous aider vraiment. Mais c'est en attendant, en espérant que d'ici 10 ans, on atteigne notre million. Peut-être qu'on fera d'autres campagnes. Il faut avoir de l'ambition dans la vie. Oui, exactement. Fait que on invite les gens à participer, à faire un don à perpétuité. C'est ça. Donc, ce que l'on appelle. S'ils ne reçoivent pas de lettre de sollicitation, parce qu'on n'envoie pas à tout le monde, c'est sûr. Ils peuvent simplement venir à la Société d'histoire, puis on leur remettra le petit document là, pour signer tout ça, ou encore inscrire sur le chèque don à perpétuité. Mais c'est préférable d'avoir ce petit papier-là pour prouver au fisc que oui, ça a été bien fait dans les règles. Qui a pensé à ça? Bien, ça fait longtemps qu'on entend parler de fonds de dotation. Et avec le programme Placement Culture, vu que j'étais déjà pas mal impliquée dans le domaine culturel, j'étais au courant du programme. Et j'ai parlé de ça au conseil d'administration. C'est sûr qu'au départ, on est hésitant parce que quand on parle d'argent, c'est pas toujours évident. Tout le temps. C'est sûr. On a pris la décision en conseil d'administration et puis on s'est lancé. On y va. Alors là, maintenant, on est en campagne pour atteindre notre objectif. Alors, d'ici avril, mai, juin, surtout, là, ça va être la grosse... Alors, Madame Bella, merci infiniment. On demande aux gens d'être généreux. Puis on vous souhaite tout le succès possible dans cette campagne-là, Madame. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. Bonne fête de journée. Alors, Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.